Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. De prime abord, je vous adresse mes excuses parce que je ne pourrai pas rester jusqu'au bout de cette conférence de presse puisque je suis attendue à la conférence des présidents, mais je vous laisserai en compagnie de nos trois excellents rapporteurs que je vais vous présenter. Donc, Monsieur Christian Cambon, président de la commission, ex-président de la commission des affaires étrangères du Sénat et qui est le rapporteur général, coordonnateur de ces rapports dont je vous détaillerai dans quelques instants l'organisation. Monsieur Georges Patient et Stéphane Demilly qui sont les rapporteurs pour ce premier volet. Il est vrai que nous avons décidé, la délégation a décidé de lancer une étude sur la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer par bassin océanique. Donc nous avons débuté par le bassin de l'océan Indien, dont le rapport vient d'être adopté à l'unanimité par les membres de la délégation. Nous allons débuter le deuxième volet dès la reprise au mois de novembre sur le bassin océan Atlantique et dont je peux d'ores et déjà vous annoncer les rapporteurs. Ce sera Monsieur Tevaro Fritsch, sénateur de Polynésie, et Madame Jacqueline Eustache-Brignot, qui seront les rapporteurs, toujours sous la houlette de notre président Christian Cambon. Donc il est vrai que nous avons voulu travailler, dresser un bilan de la stratégie de la coopération de nos territoires au sein de leur bassin océanique, et nous nous rendons compte que le constat est quand même assez mitigé. En effet, nos départements, notamment Mayotte, La Réunion et les terres australes et antarctiques françaises, sont moyennement intégrés, font l'objet d'une intégration vraiment insuffisante dans l'océan Indien, qui, de plus est, on parle souvent de la stratégie Indo-Pacifique, et il fallait aussi voir quel impact pourraient avoir nos territoires ultramarins dans ces bassins. Nous en sommes venus à la conclusion qu'il fallait changer radicalement d'approche pour surmonter les inerties et vraiment réancrer ces territoires dans leur environnement proche. Donc je laisserai les rapporteurs vous détailler le sujet, mais le message fort que je souhaiterais faire passer dans un contexte économique assez particulier, dans des problématiques de vie chère que connaissent nos territoires. Nous sommes tous, les ultramarins, confrontés à ces problématiques de vie très chère qui souvent créent de la tension. Et moi, je reste convaincue que l'insertion régionale de nos territoires pourront trouver, apporter des réponses prometteuses de manière à permettre à nos concitoyens ultramarins de vivre dans des conditions un peu plus décentes, de mieux se nourrir, et parce que c'est vraiment le sujet de préoccupation majeure actuellement. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Stéphane Demilly qui va débuter, et puis à mes autres co-rapporteurs. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues Georges, Mesdames et Messieurs les journalistes, rien ne se crée sans les hommes et rien n'est durable sans les institutions. Vous connaissez peut-être cette phrase de Jean Monnet, qui est un des 4 pères fondateurs de l'Union européenne, avec le chancelier Adenauer, le chef du gouvernement italien De Gasperi et naturellement le français Robert Schuman. Et quand on parle de relations internationales, cette citation sied bien à l'évolution de l'organisation, formelle ou informelle, régissant la coopération régionale dans le bassin de l'océan Indien.
Cette architecture pour orchestrer les relations dans ce bassin, situé à près de 10 000 km de chez nous, de Paris, s'est construite et solidifiée au fil du temps. Il y a eu la nomination de conseillers diplomatiques auprès des préfets de La Réunion et de Mayotte et la création en 2019 de la plateforme de coopération de la France et de l'océan Indien, cette structure étant animée, vous le savez, par un ambassadeur spécifiquement délégué à cette mission. C'est Jean-Claude Brunet qui assure cette responsabilité. Il est d'ailleurs venu au Sénat en février dernier pour répondre à nos questions. Le CIOM, le Comité interministériel des Outre-mer, ayant rappelé en juillet 2023 l'importance de cette nouvelle impulsion, notamment par sa mesure 54, visant à la signature d'un accord entre Mayotte et le ministère des Affaires étrangères, permettant au 101e département de, je cite, « monter en compétence pour ces initiatives extérieures ». L'AFD a d'ailleurs parfaitement intégré cette volonté de dimension régionale. Concomitamment, les collectivités, déjà très impliquées dans la gestion des programmes Interreg, prennent également des initiatives en ce sens. Je ne prendrai que comme exemple le récent déplacement du président du conseil départemental de La Réunion en Namibie. Les financements, eux aussi, prennent en compte cette dimension régionale. Je pense au programme Interreg Océan Indien et Canal du Mozambique, géré par La Réunion et Mayotte, 73 millions d'euros pour la période de 6 ans en cours, ou encore au crédit de l'Union européenne au titre du FED, du Fonds européen de développement, dorénavant appelé NDICI, comprenez les instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale. J'évoquais au début de mon propos l'évolution organisationnelle des structures. À ce sujet, on peut dire que la COI, la Commission de l'océan Indien, a pris une nouvelle dimension depuis quelques années. Des projets importants sont portés par cette organisation régionale qui réunit, vous le savez, les 5 territoires francophones de la région, Réunion, Maurice, Madagascar, Seychelles et Comores. Entre 2018 et 2022, 194 millions d'euros de projets ont été financés et d'ici à 2027, ce montant avoisinera ou avoisinerait les 500 millions. Je rappelle que la COI est la seule organisation régionale africaine dont la France est membre et cela renforce la légitimité de notre présence dans l'océan Indien. Exemple concret et opérationnel porté par la COI, la sécurité maritime, la lutte contre la pêche illégale ou encore la sécurité sanitaire. Autre piste de la coopération régionale qui s'intensifie au gré des volontés locales, le bilatéral, notamment avec Maurice, la Tanzanie et même les Comores, malgré le contentieux territorial que vous connaissez tous et que je n'ai pas besoin de rappeler. Donc vous le constatez, ça bouge doucement, mais ça bouge. Un des cailloux dans la chaussure de cette volonté de partenariat régional reste les moyens de transport. Pour l'aérien, les liaisons sont faibles et elles sont fragiles. Par exemple, il n'y a plus de vol direct entre la Réunion et l'Inde. Une situation en contraste avec Maurice, qui bénéficie de 20 compagnies aériennes, là où il y en a 7 à la Réunion et 4 à Mayotte. Mayotte ayant, là aussi, vous le savez, un problème infrastructurel avec son propre aéroport. Quant au transport maritime de marchandises, si la situation est moins défavorable, on rencontre des dysfonctionnements qui handicapent son développement. Je pense notamment, là aussi, au port de Mayotte. Voilà pour les éléments de forme. Sur le fond, nous sentons bien dans nos échanges qu'une frustration est particulièrement latente concernant l'insuffisante association des collectivités concernées à la définition de la politique extérieure de la France, et on l'a bien senti tout à l'heure dans les discussions qu'on a eues avec nos collègues parlementaires quand nous avons présenté le rapport. Par exemple, pour la COI, la France, ou plutôt les autorités métropolitaines, ne donnent pas mandat aux autorités réunionnaises pour la représenter. Un paradoxe mal vécu quand on connaît bien sûr les compétences économiques obligatoires dévolues aux conseils régionaux. Tout cela faisant le jeu de certains pays, comme la Chine, comme la Russie ou comme l'Azerbaïdjan, heureux de déstabiliser la position de la France dans la région. Là aussi, les exemples sont pléthores. Une note positive néanmoins, certes symbolique, mais très importante localement ou vécue comme telle, Mayotte devrait organiser les Jeux des îles en 2035. Vous le voyez, on progresse doucement, mais on progresse.
même si parfois des obstacles juridiques freinent ces avancées. Je pense par exemple au problème des normes européennes qui sont peu, parfois même pas adaptées au RUP. Là aussi, il faut de la volonté, secteur par secteur. On a avancé pour les matériaux de construction. D'autres grands chantiers sont à opérer sur le sujet, comme en particulier dans celui de l'agroalimentaire. Voilà en quelques phrases ce que je souhaitais vous dire sur le sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais donner à Georges Patient qui va détailler devant vous donc, les propositions que nous avons formulées. Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir. Sur la base du bilan qui vient de vous être présenté, nous avons retenu 20 propositions pour donner une nouvelle impulsion à la politique de coopération régionale dans le bassin indien. Certaines propositions ne valent que pour le bassin indien. La majorité nous semble néanmoins pertinente pour l'ensemble des Outre-mer. Il reviendra à nos collègues chargés des deux autres bassins océaniques, l'Atlantique et le Pacifique, de confirmer ou nuancer notre appréciation. Nous avons regroupé ces propositions autour de 4 axes principaux qui guideront mon propos. Je présenterai simplement les principales mesures. Le premier axe est celui de l'insertion économique qui doit, à notre sens, être la priorité. On vous a parlé, la présidente et mon collègue, de la vie chère, qui est un axe fondamental actuellement dans tous les Outre-mer, dénoncé par tous les Outre-mer. Et l'actualité, c'est les projecteurs sur la Martinique qui connaît une grande crise dans ce domaine. Pour impulser un profond changement, il importe de clarifier les responsabilités en faisant des territoires les chefs de file de leur insertion économique. Certains opérateurs de l'État sont d'ailleurs demandeurs de cette prise en main par les collectivités. Business France constate encore sur certains territoires une difficulté pour poser une stratégie réellement définie sur l'attractivité internationale. Sur le sujet de la connectivité de la mobilité régionale, les réponses uniques n'existent pas, en particulier dans le secteur aérien où la fragilité économique de plusieurs compagnies incite à la prudence. Néanmoins, plusieurs mesures paraissent indispensables pour débloquer des opportunités. À Mayotte en particulier, il est urgent de moderniser les infrastructures portuaires et de construire un poste frontalier communautaire. Ce sont des prérequis sans lesquels un développement du commerce régional sera impossible. En matière aérienne, la parité doit également aller à la stimulation de la demande pour solvabiliser l'offre de liaison. Cela passe par une révision de la politique des visas avec chaque pays de la région. L'exigence de visa pourrait être allégée dans certains cas. Je pense à la Tanzanie, vers Mayotte. Par ailleurs, la stratégie touristique devrait s'efforcer de diversifier les pays de provenance des touristes afin de nourrir la demande sur des liaisons régionales. J'ajouterai que quelques secteurs d'activité sont prometteurs et de nature à avoir un effet d'entraînement. Outre le secteur agricole, Mayotte fonde beaucoup d'espoir dans un approvisionnement régional. Celui du traitement des déchets présente des perspectives intéressantes. L'objectif serait de mutualiser le traitement de certains déchets à l'échelle régionale pour atteindre une masse critique économiquement viable. Même chose en matière d'énergie. Agriculture, déchets et énergie devraient très certainement concentrer les efforts et les moyens pour enclencher des dynamiques économiques régionales. Deuxième axe, l'Europe, avec 2 principales mesures. La première serait la création d'une politique européenne de voisinage ultra-périphérique, PVU, à destination des États voisins des RUP. Cette PVU serait imaginée par analogie avec la politique européenne de voisinage de l'Union européenne qui bénéficie à ce jour aux pays limitrophes du flanc est de l'Europe et aux pays du pourtour méditerranéen. La PVU ferait prendre pleinement conscience à l'Union européenne que les RUP font partie du territoire de l'Union européenne et que sa politique extérieure dans la région doit être adaptée.
Un autre acte politique majeur serait d'obtenir que le prochain programme de travail de la Commission européenne prévoit l'adoption d'un paquet législatif RUP. L'objectif serait de passer en revue les différentes législations européennes qui créent des obstacles réglementaires à l'insertion économique des RUP dans leur environnement. Ce qui a été fait pour les matériaux de construction doit pouvoir être fait rapidement dans toute une série de secteurs sans tarder. Le sujet normatif est prioritaire pour débloquer l'insertion économique des Outre-mer et ouvrir le champ des possibles. Alors, troisième axe, c'est de bâtir une réelle diplomatie des Outre-mer. Malgré quelques progrès, la diplomatie française n'a pas encore achevé sa révolution copernicienne pour décentrer la conception et la conduite de son action extérieure autour et avec nos Outre-mer. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, la dimension ultramarine mériterait d'être encore mieux identifiée. La création d'une direction de la coopération régionale Outre-mer regroupant les 3 ambassadeurs délégués à la coopération avec des moyens renforcés y contribuerait directement. Au niveau du bassin indien, l'actuelle plateforme de coopération de la France de l'océan Indien devrait être confortée pour en faire l'instance de co-construction de la politique de coopération régionale. Une présidence tournante avec les collectivités régionales pourrait même être imaginée, cette plateforme demeurant une structure de travail non décisionnelle. Du côté des collectivités, des initiatives sont aussi nécessaires. À titre préalable, j'indique que nous ne préconisons pas de modifier le cadre législatif issu de la loi Letchimy de 2016. L'enjeu nous paraît plutôt d'aider les collectivités à s'en saisir pleinement. La loi demeure sous-utilisée. L'outil le plus prometteur est le programme cadre qui fut la principale novation de la loi Letchimy. L'adoption d'un programme cadre par la région Réunion, le département de la Réunion et le conseil départemental de Mayotte devrait être une priorité. En termes politiques, le programme cadre permet d'afficher une stratégie de long terme concertée avec l'État. Il renforce à la fois la légitimité interne vis-à-vis de l'État et de la société civile et externe vis-à-vis des États voisins dans des domaines prédéfinis. Par ailleurs, l'État pourrait donner mandat à la Réunion pour la représenter au sein de la COI. Ce mandat, susceptible d'être retiré à tout instant conformément au texte constitutionnel, mettrait la collectivité compétente en position de responsabilité et l'astreindrait plus qu'aujourd'hui à définir une stratégie globale de coopération régionale. De l'autre côté, ce mandat obligerait l'État à co-construire sa diplomatie régionale, la collectivité mandatant ne pouvant se borner à un rôle de perroquet. J'en viens à présent au quatrième et dernier axe, qui est d'asseoir la souveraineté française à Mayotte, ainsi que l'influence de la France dans la région. La contestation de l'appartenance de Mayotte à la France nuit considérablement à la coopération régionale et est utilisée par nos rivaux pour affaiblir notre influence. Cette situation oblige à affirmer clairement comme objectif prioritaire de notre diplomatie la pleine reconnaissance de Mayotte française. Face au mur comorien, 2 stratégies sont possibles. Soit le bras de fer avec l'Union des Comores, c'est-à-dire un durcissement des relations, voire des pressions, soit une stratégie des petits pas pour acclimater l'ensemble des partenaires régionaux à la participation de Mayotte à des projets régionaux. 2 facteurs poussent plutôt à privilégier la seconde, bien qu'elle puisse paraître frustrante et parfois inefficace aux yeux de la plupart des acteurs mahorais. Le premier est l'irrédentisme intrinsèque qui fonde l'Union des Comores. Le second est l'aversion des États de la région à se positionner en défaveur de Mayotte ou à se voir reprocher de s'immiscer dans la relation entre les Comores et la France. Cette stratégie est compatible avec l'affirmation claire de l'objectif de pleine reconnaissance de Mayotte française. Elle doit en revanche se traduire par une stratégie globale associant systématiquement les autorités mahoraises qui seront les meilleurs promoteurs de leur appartenance incontestable à la citoyenneté française. L'ambiguïté coloniale agitée par les Comores ne sera jamais aussi bien combattue que par les Mahorais eux-mêmes, en particulier vis-à-vis de nos partenaires africains. Enfin, dans le cadre de la stratégie indo-pacifique, il est essentiel que la France conforte son rôle de pourvoyeur de sécurité et de stabilité dans la région.
À cet égard, le projet d'Académie de la sécurité de l'océan Indien est une priorité. Voilà les grandes lignes de nos propositions et recommandations. Mesdames et messieurs, d'abord, merci d'avoir bien voulu répondre assez nombreux à cette invitation du Sénat, au moment où la France, après s'être passionnée pour les Jeux Olympiques, s'interroge sur l'avenir de son gouvernement. Eh bien, le Sénat, comme toujours, est assez vigilant à l'ensemble de nos territoires. Et je dois dire que après à la fois l'exposé de Stéphane Demilly et de Georges Patient, vous pourriez vous interroger légitimement sur le pourquoi de ce rapport à ce moment. En vérité, à travers les explications et l'excellent rapport que mes collègues ont rédigé avec l'aide de nos administrateurs, je crois que les raisons de ce rapport sont tout à fait réelles. D'abord parce que, en vérité, quand on auditionne et quand on se rend sur place, on comprend que les relations de ces territoires avec leur environnement régional est très faible, très faible. Les relations diplomatiques, les relations économiques, les relations sociales et environnementales, tout ceci sont réduites à la plus simple expression. Et je prendrai qu'un seul chiffre, un seul exemple. Les importations de la communauté de l'océan Indien ne représentent que 0,7% de ce que ces territoires sont en mesure de fournir, ce qui montre, si vous voulez, que la relation économique, alors qu'il y a quand même une proximité géographique évidente, eh bien cette relation économique n'existe pas, et d'autres exemples vous ont été cités. Sur le plan politique aussi, on a le sentiment que tout doit passer par Paris. C'est une habitude, c'est une conception, j'allais dire, c'est une vision sans doute tout à fait dépassée, car il y a sur ces territoires, et on le verra au fur et à mesure des 3 tranches de rapport que le Sénat va réaliser, il y a sur place les moyens humains, les élites, toutes celles et ceux qui sont absolument en mesure d'assumer non seulement le développement économique et social de ces territoires, mais aussi la relation, j'allais dire, internationale avec les voisins. Par ailleurs, ce qui fait l'intérêt, j'allais dire, qui justifiait que le Sénat se penche peut-être en tout premier sur les Comores et la Réunion, ce sont des territoires qui sont au cœur de menaces de déstabilisation. Cela vient d'être évoqué pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, parce qu'il y a peut-être plus dans cette région-là que dans d'autres, encore que. Il y a des tentatives d'ingérence, on le sait, ingérence de grande puissance. Il a été cité tout à l'heure devant nos collègues le forum de Bakou, où l'Azerbaïdjan s'est cru autorisé à réunir une véritable assemblée anti-française, associant toutes celles et ceux qui contestent la souveraineté de la France sur ces territoires dans des termes particulièrement violents. Par ailleurs, géographiquement, il y a des menaces puisque ces territoires sont sur des routes d'outre-mer qui sont, sur le plan économique, particulièrement sensibles, puisque c'est le trajet qui conduit toute une part des hydrocarbures qui vont vers l'Occident. Enfin, vous connaissez toute cette problématique des grandes voies maritimes qui, évidemment, peuvent créer des risques de déstabilisation sur leur parcours. Georges Patient vient de souligner dans les propositions qui sont faites, et notamment dans le dernier point des propositions qui sont faites, il y a sur ce territoire plus particulièrement cette contestation de la souveraineté française, et ça, cela représente un véritable danger. Souveraineté territoriale, puisque les îles Éparses sont revendiquées par Madagascar, Tromelin est revendiqué par Maurice, et bien sûr Mayotte par les Comores, avec une affirmation d'un droit qui, du reste, ne correspond pas toujours aux déclarations que ces mêmes dirigeants font lorsqu'ils viennent en visite à Paris pour chercher des aides et des subsides. Mais c'est une réalité à laquelle, bien évidemment, il va falloir trouver les moyens de répondre. Or, dans le même temps, vous le savez, la France se targue d'être une puissance de l'océan Indien et de l'Indo-Pacifique, et en l'occurrence de l'océan Indien. Je l'ai expérimenté en tant qu'ancien président de la Commission des affaires étrangères et de la défense, et maintenant en tant qu'envoyé spécial du président pour les relations internationales. Mais on a trop souvent l'impression qu'à la fois
dans les problématiques locales, le coût de la vie, l'approvisionnement en énergie, le peu de développement des transports, on a l'impression que les déclarations et ne sont guère suivies de réalité et de faits. Et c'est certainement ce que ce rapport va dénoncer, ou en tous les cas montrer du doigt un certain nombre d'incohérences, car on ne peut pas s'ériger comme puissance de l'Indo-Pacifique et ne pas y mettre les moyens. On aura l'occasion, lorsqu'on va vous parler de la Nouvelle-Calédonie, où là, il y a véritablement de fortes tensions, notamment avec la présence de la Chine. On pourrait dire aussi la même chose, on le dira, sur Tahiti. Et tout ceci, sur le plan de la défense, que j'ai bien suivi personnellement, eh bien, on assure la sécurité de ces territoires avec un patrouilleur antédiluvien, un Puma qui date de 56 ou 58 ans. Bon, c'est pas avec ça qu'on fait une puissance dans l'Indo-Pacifique, compte tenu des étendues de mer à contrôler et bien sûr des voisins, des grands voisins et de leur puissance. Donc, si vous voulez, tout ceci nous conduit à sonner en quelque sorte l'alerte au moment où on va constituer un gouvernement, où il va y avoir sans doute, je l'espère, un ministre en charge de cette politique, mais pour prendre de nouvelles orientations et ajuster les moyens. On peut dire en plus que ce n'est pas sans importance, puisque dans ce seul territoire, c'est quand même 1,2 million Européens, enfin 1,2 million citoyens français et européens qui sont là. C'est certainement l'une des plus grandes dépendances lointaines de l'Europe. Donc ce n'est pas une discussion de principe ou une discussion de salon, c'est véritablement une réalité économique, une réalité de souveraineté, une réalité de rayonnement de la France que nous devons souligner. Alors, je ne vais pas... en plus, j'ajoute tout de même sur ce 1,2 million de personnes que c'est aussi là où nous assistons, par exemple, aux plus grands écarts de richesse. Est-ce que vous pensez que la comparaison entre les Comores et Madagascar, en termes de PIB, le rapport est de 1 à 20. Et Dieu sait si Madagascar ne fait pas partie des pays les plus riches du monde. Donc ça vous montre l'écart et donc la justesse aussi bien souvent des revendications des populations locales qui disent on veut bien être français, mais à quel prix? Et donc il y a certainement là des efforts à faire. Georges Patient vient de développer les 4 points essentiels des propositions. Je les rappelle, l'intervention économique, la dimension européenne que je viens de citer, une diplomatie beaucoup plus proche et beaucoup plus réaliste de l'environnement, et puis ces problématiques de souveraineté. Donc si vous voulez, ce que nous cherchons à travers ce premier volet, auquel, comme la présidente l'a dit il y a un instant, vont suivre un volet plus pacifique, puis après plus Antilles et Guyane, bien sûr, eh bien c'est de souligner l'importance que représentent ces territoires pour notre pays. Encore une fois, on ne peut pas se perdre dans les déclarations disant que l'outre-mer est proche de notre cœur, que c'est une partie intégrante du territoire national, sans s'en donner les moyens et sans apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Quand on vous parle de la vie chère, il suffit de se rendre sur place et de voir quelles sont les conséquences que cela entraîne. Et vous avez vu, par exemple, sur la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas l'objet de ce rapport, mais après les émeutes, les grandes difficultés. Il n'y a plus un seul produit pharmaceutique anticancéreux à l'heure actuelle sur la Nouvelle-Calédonie. Tout ça pose de vrais sujets, vous voyez. Et donc, je pense que ce sont des rapports qui doivent à la fois, pour le Sénat, assembler des territoires, permettre de mieux connaître cette réalité, d'apporter des solutions, de suggérer au gouvernement ce qui est le travail du Sénat, en l'occurrence des perspectives, des propositions. Moi, je pense par exemple, pour avoir suivi les affaires diplomatiques, qu'il faut renforcer le rôle de ces ambassadeurs qui sont auprès de chaque préfet. Et ils sont pleins de bonne volonté, mais ils ont un malheureux adjoint. Il faut leur donner plus de moyens pour être présents, participer aux instances internationales qui se développent dans cette région et faire en sorte que les intérêts de la France soient mieux représentés. C'est une volonté politique. En tous les cas, vous connaissez l'attachement et de notre président du Sénat et du Sénat tout entier, toute sensibilité confondue, à l'importance de l'outre-mer. Mais nous non plus, nous ne pouvons pas nous satisfaire de simples déclarations. Nous devons assortir cela de propositions. C'est ce que ce rapport propose. Et vous verrez que très astucieusement, nos administrateurs, que je remercie, ont mis en couverture la géographie. Rien que la géographie parle d'elle-même. Voyez l'environnement de tous ces pays. Il y en a peu
au voisinage qui représente un exemple de stabilité. Je ne parle même pas de la démocratie, mais de la stabilité. Eh bien, c'est à cela que ces territoires doivent faire face. Il faut pour ça les aider et s'en donner les moyens. Voilà pourquoi on est heureux de vous accueillir, alors même que nous ne sommes pas encore en session. Vous nous faites la gentillesse de venir ici et les rapporteurs se tiennent à votre disposition pour toute question que vous voudriez poser. Mais la lecture, c'est comme un roman. Vous allez vous plonger dans ce rapport et vous allez découvrir d'abord beaucoup de choses, comme on l'a fait nous-mêmes à travers les auditions. Plus de 120 auditions ont eu lieu, les déplacements et enfin, tout ce qui nous a permis de porter un diagnostic sérieux sur ces problèmes. Nous vous remercions et je vous remercie au nom de la présidente qui siège à la conférence des présidents, ce qui est un organisme évidemment particulièrement important dans cette maison, surtout aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions. J'ai une question par rapport à... Une véritable outre-mer la première. Une question justement par rapport aux préconisations. J'ai pas vu, ou j'ai pas forcément bien lu, qu'il n'était pas fait mention de Mayotte qui demande son intégration auprès de la COI. C'est très récent parce qu'effectivement dans les rapports, Mayotte ne fait pas partie de la COI, créée il y a une quarantaine d'années. C'est pas mentionné, c'est volontaire, c'est politiquement correct. Comment faut-il l'interpréter? Alors, Stéphane, Georges qui veut. Georges répond. Allez, Georges. Je suis un petit peu surpris parce que dans ce rapport on parle énormément de Mayotte, des velléités d'intégration et des dernières annonces récentes. La dernière rencontre entre, si j'ai bonne mémoire, entre le ministre des Affaires étrangères ou la secrétaire d'État, je ne me rappelle pas très bien, et des représentants de Mayotte, notamment le président du département. Il a des dispositions avaient été également prises pour que, effectivement, au-delà de la fameuse convention signée entre l'État français et Mayotte en 2017, il y ait vraiment des avancées dans ce domaine. Là, on a beaucoup parlé, justement, de Mayotte, de ses velléités d'intégration et surtout des velléités d'être français à part entière et d'être reconnu dans tout son environnement comme territoire français. J'entends ce que vous dites. Effectivement, comme vous avez replacé la COI comme une instance importante, elle est majeure justement dans la coopération de l'océan Indien, le fait que ce ne soit pas mentionné noir sur blanc dans les préconisations, alors que c'est effectivement, et on voit bien que le président du département Benusseini à Mayotte réclame auprès de l'État et auprès de l'Europe, Commission européenne, j'ai bien vu qu'il n'a pas réclamé auprès du Sénat, mais dans la dernière proposition, justement, on parle de la politique à adopter concernant Mayotte. Est-ce qu'il faut aller en jouant au caïd et en forçant les Comores notamment à reconnaître Mayotte comme territoire français, ou la stratégie des petits pas? Je crois que c'est celle-là qui a été adoptée par le gouvernement français et que nous suggérons en disant qu'il y a quand même reconnaissance à travers cette politique de petits pas d'une appartenance de Mayotte à la République française. j'ai juste noté que votre rapport, je terminerai là, il y avait double détente. Il est effectivement à destination du futur gouvernement, à destination des instances européennes, et quelque part, vous dressez aussi un bilan qui n'est pas très positif, pas très flatteur de la politique. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand vous allez remonter, mais en tous les cas, de ces dernières années, c'est pas très positif. Convenez-en. C'est le rôle du Sénat, du reste. Je dirais qu'il est très réaliste. On reconnaît quand même certaines avancées, mais on reconnaît quand même qu'on pourrait aller plus loin en associant davantage les collectivités territoriales. Et sur le plan diplomatique, sur le plan de politique extérieure, ça a bien été soulevé du reste par nos collègues tout à l'heure, qui demandent un peu plus de fermeté dans le langage, car le langage que tiennent les dirigeants des Comores sur place, c'est ceux qui tiennent à Paris lorsqu'ils viennent solliciter des aides, ce qui est bien naturel, notamment de l'AFD et de bien d'autres. Il faudrait faire comprendre qu'il doit y avoir un échange, et que cet échange tient à la reconnaissance de la souveraineté justement de Mayotte, car on ne peut pas à la fois réclamer l'intégration de Mayotte aux Comores et puis venir réclamer juste pour les Comores les aides de la France, qui elle-même est souveraine à Mayotte. Si vous voulez, il y a une question de logique, et donc nos collègues souhaitent un peu plus de fermeté que par le passé, car vous avez raison de dénoncer, j'allais dire, parfois un peu de double langage, on va dire, pour être poli. Une autre question? Oui, s'il vous plaît. Non, s'il n'y a pas d'autres questions.
Première question sur le calendrier. J'ai pas. C'est allé assez vite. Madame Jacques en a parlé au début de sa prise de parole. Vous allez mener des auditions ou bien il ne reste plus qu'à finaliser les rapports et aller voter? Et puis dans quel ordre et dans quel calendrier précisément pour les autres territoires? Comment ça va se passer, s'il vous plaît? Alors ça, c'est le premier volet. Si vous voulez, en fait, la présidente a raisonné à juste titre par bassin, si vous voulez, parce que, comme cela a été du reste souligné dans l'échange que nous avons eu avec nos collègues, il y a beaucoup de problématiques qui sont communes, et puis il y a des problématiques plus concrètes et plus spécifiques. Donc là, en l'occurrence, c'est, j'allais dire, la première étape avec ce rapport. Il vient d'être voté à l'unanimité par la délégation sénatoriale à l'outre-mer, qui était au demeurant fort présente. Beaucoup de nos collègues avaient tenu hors session parlementaire à être présents. Ce rapport a été voté à l'unanimité, et notamment les propositions. Donc, à partir d'un vote, ce rapport qui est pour l'instant sous mes yeux à l'état de projet va faire l'objet d'une version définitive qui va être rendue publique et, j'imagine, éditée sur le site du Sénat, enfin comme d'habitude, si vous avez bien l'habitude. Et puis après que le bureau de la délégation soit réuni, il y a l'organisation du travail. Donc il va y avoir, j'allais dire, pour être assez logique, après avoir vu la partie indienne de l'Indo-Pacifique, il y aura la partie pacifique qui complétera. Et je pense que à la fois Nouvelle-Calédonie et Polynésie vont faire l'objet d'un deuxième rapport, un peu selon les mêmes termes, avec les auditions, un déplacement, ce qui est toujours assez compliqué. Il faut tenir compte aussi de la situation en Nouvelle-Calédonie, qui est quand même assez incertaine pour l'instant, et on n'est pas là ni pour venir mettre de la perturbation. Il faut que les choses soient un petit peu stabilisées. Et puis il y aura un volet évidemment atlantique, j'allais dire, avec les Antilles et la Guyane, qui représentent elles aussi, chacune dans leur spécificité, des problématiques nouvelles. Encore une fois, ce que l'on peut dire au titre de la délégation des Outre-mer, c'est que nombre de problèmes sont communs, et notamment la vie chère. La vie chère qui est vraiment une revendication qui revient en permanence. L'incapacité qu'a eu jusqu'à présent l'État à résoudre un certain nombre de difficultés économiques. Moi, je dois dire qu'une des toutes premières auditions qui concernait la Guyane, quand on apprend que la Guyane se fournit en énergie, c'est-à-dire en pétrole, depuis l'Écosse, alors que l'Europe du Nord, la mer du Nord, alors que le Venezuela produit à quelques encablures, et en tous les cas beaucoup plus proches, certainement à des coûts beaucoup moins importants, on se demande comment se fait-il, mais ça démontre bien ce que l'on dit, c'est-à-dire que tout, à Paris, on doit décider que tout ça c'est comme ça, mais puisqu'on est au sein de l'Europe, il faut acheter son énergie là, et on ne donne même pas aux autorités locales la possibilité de dire, écoutez, nous, laissez-nous faire, on a la possibilité d'aller s'approvisionner à moindre coût et à moindre frais. Or, on voit bien que l'énergie participe généralement dans l'esprit des gens à une perception du coût de la vie. Donc ce sont des sujets de ce genre, mais qui doivent être étudiés bloc par bloc. C'est pour ça qu'on a découpé un petit peu les choses. Et il y aura, j'imagine, une synthèse finale qui permettra de dégager en quelque sorte des recommandations communes sur l'ensemble de ces travaux. Mais vous aurez à chaque fois une étude assez précise, assez chiffrée et documentée, avec des témoignages qui sont tout à fait importants et intéressants. Vous aurez, j'allais dire, une vision analytique de la situation au jour d'aujourd'hui. Mais ça, c'est pas chargé d'aller dans les bibliothèques. C'est pour que le gouvernement, le ministre, le président de la République, toutes les autorités qui, elles, ont les pouvoirs de décision, mais aussi les parlements, parce qu'il y a peut-être des évolutions législatives à opérer pour faciliter les choses, essayer d'ouvrir la fenêtre et de laisser un peu ces gens s'auto-administrer comme nous-mêmes nous le demandons ici en métropole, où on demande le droit à l'expérimentation, où on demande le droit que l'Alsace fasse un peu différemment que le Languedoc. Vous voyez, c'est tout ça, ça part du même esprit, et l'Assemblée Sénat, le Sénat est cette Assemblée des territoires est dans son rôle, me semble-t-il, de porter ces analyses et ces diagnostics, et aussi, encore une fois, ces propositions, parce qu'on n'est pas là simplement pour faire du spectacle, on est là aussi pour proposer des pistes. Bonjour, merci. Donc, Éloane Blatt pour l'AFP.
Donc on a beaucoup évoqué les éléments pour redonner une autonomie stratégique à ces territoires d'outre-mer, donc d'un point de vue commercial et diplomatique. J'aimerais juste revenir sur les partenariats qui vous semblent les plus stratégiques, notamment avec quels États voisins. On a évoqué rapidement, vous venez d'évoquer le Venezuela. Ça, c'est pour le prochain rapport. C'est pas le pays le plus proche des Comores. Donc on a parlé du Mozambique, je crois, de Madagascar. La Tanzanie, par exemple, parce qu'on voit bien qu'il y a des Maurice, Madagascar, Tanzanie. On voit bien que, par exemple, sur les flux d'immigration, tout le monde, enfin, dans la présentation générale qui en est fait souvent, on dit que ça vient des Comores, mais ça vient plus simplement des Comores. Et on sait très bien que, par exemple, de Tanzanie et de toute cette Afrique, de la Corne, de toute cette partie de l'Afrique, maintenant, il faut dire que le défi, j'allais dire le bénéfice de ces populations est réel, puisque ça veut dire entrer dans l'Union européenne avec pas tous les avantages, mais quand même un certain nombre par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette différence de richesse entre les pays riverains, enfin les pays voisins et les Comores. Une question par rapport justement au flux et au déplacement. Voilà, vous avez parlé des visas, justement, la facilitation de visas entre de pays à pays. Mais dans le cadre de tout ce qui s'est passé en fin d'année dernière sur la loi immigration à Mayotte, il y a effectivement une revendication d'un durcissement du droit du sol. Comment vous pouvez effectivement intégrer une revendication qui peut être légitime à Mayotte par rapport à un rapport qui demande beaucoup de fluidité, beaucoup de coopération, de souplesse, quand un département demande un durcissement de son droit, de son code de la nationalité? Est-ce que ce n'est pas antinomique? Vous faites en quelque sorte, vous donnez des éléments de réponse à votre question et vous allez dans le sens de ce que dit le Sénat. Vous savez que sur ce débat sur l'immigration, et notamment lorsqu'on est arrivé au chapitre Mayotte, il y a beaucoup de déclarations à l'emporte-pièce de gens qui du reste n'y ont jamais été, n'ont jamais vu la réalité. Et c'est là où peut-être plus d'autonomie des autorités locales doivent aider nos assemblées et le gouvernement à apporter des solutions. C'est effectivement facile de dire droit du sol, droit du sang. Enfin, vous connaissez ce débat qui dépasse singulièrement le sujet d'aujourd'hui, mais qui est au cœur et qui va être au cœur, disons les choses telles qu'elles sont, des politiques publiques dans les mois qui viennent. D'abord parce qu'ici, il y a des sensibilités différentes au sein de la délégation. Il y a des gens qui sont plutôt pour la situation telle qu'elle existe, d'autres qui sont pour une évolution un peu différente. Donc il faut aussi respecter ces sensibilités. Mais je pense que le message du Sénat, c'est son originalité, c'est de dire donner plus de pouvoir aux autorités locales. Qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles pensent. Et peut-être, on a eu du reste le témoignage tout à l'heure de Tani Mohamed, qui est notre collègue sénateur des Comores. Il faut les écouter, qu'ils s'expliquent et si vous voulez, à partir de cette réalité-là, Ce que je veux dire par là, c'est que la loi Mayotte, que les élus demandent, qui pourrait effectivement venir sur le devant de la scène, est-ce qu'elle viendrait télescoper, contradiction, ou elle viendrait appuyer votre rapport? Parce que là aussi, il faut imaginer. Juste pour répondre à la question précise sur les visas, pour moi qui viens de Guyane, les clandestins ne demandent pas de visa. Voilà. Par exemple, il y a des visas entre Madagascar, demandent des visas pour les Comoriens. Vous parlez de coopération entre Madagascar et les Comores. Le paradoxe, c'est que Madagascar demande des visas pour les Comoriens aujourd'hui. Bien sûr. Donc il n'y a pas, par exemple, des flux d'étudiants pour aller en Madagascar, ce qui n'est pas le cas entre Madagascar et l'inverse, pour aller aux Comores. Ce sont des politiques de réciprocité qui touchent du reste l'ensemble des problématiques des relations internationales. On a ça avec des pays beaucoup plus voisins. Et je pense effectivement que ça fait partie des problématiques. Là, on est vraiment dans des décisions politiques. Mais ce que nous essayons, nous, déjà de voir, c'est la réalité du terrain, comment se posent les sujets, qui se posent parfois différemment des uns et des autres. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on n'a pas le même problème que l'on a à Mayotte. Vous voyez, c'est un peu différent. Donc c'est aussi notre rôle de bien serrer les sujets et de voir comment on peut y répondre. Alors après, le législateur, Assemblée nationale puis Sénat, va faire son travail. Et on n'est pas là pour anticiper la décision de tel ou tel. Le moment venu, le Sénat dira ce qu'il pense. Mais il faut
bien, encore une fois, voir que ce point, là, vous évoquez tout à fait le cœur du sujet, c'est ces politiques de réciprocité, c'est les politiques de voisinage. Si j'autorise tel pays à venir sans visa, il n'y a pas de raison que moi, je demande des visas. Enfin, vous voyez, c'est assez simple à comprendre. Mais c'est pas si facile à réaliser. Ça passera par une grande discussion, à mon avis, une grande discussion franche et constructive avec les autorités des Comores. Parce Voilà. que, pour prendre un exemple précis, l'année dernière, je crois qu'on a reconduit, enfin on a intercepté plus exactement, pas forcément reconduit, mais on a intercepté 25 000 Comoriens en une année, dans des kwassa-kwassa, qui venaient effectivement illégalement sur Mayotte, quoi. Et je pense que, quoi qu'on fasse, quels que soient les systèmes de radar, d'organisation qu'on mettra en place, si on ne va pas à un moment donné aider le pays Comore pour que les gens restent aux Comores, eh bien les gens continueront à aller vers le soleil. Vous l'avez rappelé, il y a un différentiel de 1 à 20 entre la Réunion et Madagascar. Tant qu'il y a un différentiel économique important, il y Oui. aura, quelles que soient les décisions politiques, ça n'empêchera pas et ça n'a jamais empêché les flux. On le sait, depuis 2018, même avant, quelles que soient les différentes lois élaborées depuis 10 ans, ça n'a pas empêché les flux migratoires. Et la Guyane, vous êtes bien placé pour le savoir, ça ne les a pas empêchés de partir du Moyen-Orient pour la Guyane. Ça veut dire qu'il y a toute une organisation, que ça n'arrête pas les flux migratoires. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que le dialogue avec les autorités politiques de ces pays. Il y a aussi toutes les organisations, y compris les organisations, j'allais dire, un peu mafieuses ou en tous les cas délinquantes. Moi-même, quand j'étais aux Comores, et j'ai participé de nuit à une patrouille de la gendarmerie maritime, enfin des autorités maritimes, et on a vu des kwassa qui arrivaient avec uniquement des enfants que l'on lâche sur la plage, et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire puisqu'on est tenu par la Convention des droits de l'enfant de San Francisco. Et donc, vous n'allez pas démolir une barge dans laquelle il n'y a que des enfants. Et donc, il y a bien quelqu'un qui a compris qu'il y avait une convention internationale qui, comme par hasard, protégeait les enfants. Et donc, il y a un commerce derrière tout ça, parce que derrière tout ça, il y a de l'argent. Mais enfin, hein, vous voyez ce qui se passe à Calais. Enfin, on est toujours dans les mêmes situations autour de cette problématique. Oui, justement, j'ai une question. Monsieur Demilly, le sénateur Demilly, évoquait des chiffres. Le Sénat est le dernier organisme à avoir fourni des chiffres publics, une estimation du nombre de morts entre Anjouan et Mayotte. Et c'était un chiffre vraiment horrible d'ailleurs. Je crois que c'était 10 000 personnes entre l'instauration du visa Balladur en 1995 et 2000, sauf erreur de ma part. Est-ce que vous disposez, depuis cette date, de chiffres précis sur le nombre de victimes de ce bras de mer? Quand je regarde Thierry, Non. non, a priori non. Non, on n'a pas de chiffre. Ce sont des chiffres dont personne ne doit se vanter, vous imaginez. Peut-être des estimations, peut-être. Mais... Étant donné que votre assemblée était la dernière Oui, institution oui. à avoir produit Oui. des chiffres sur ce sujet et que vous évoquez des chiffres. Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, le chiffre de 25 000 que je viens d'évoquer, c'est celui qui est souvent évoqué par les autorités et par la presse également. Moi, j'ai une autre question concernant, ma dernière question concernant justement si les préconisations ne sont pas faites. Parce que les constats, tout le monde les connaît. C'est un rapport que les plus grandes autorités connaissent. Si rien n'est fait, à court terme, moyen terme, qu'est-ce qui va se passer sur un plan géostratégique? On sait que la Chine appuie très fort actuellement et soutient. Il y avait une rencontre en Afrique il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, justement, et on a vu le poids des Chinois vis-à-vis des Comores, vis-à-vis de Madagascar. La Chine appuie très fortement Madagascar par l'argent, en fournissant 25 millions d'aides directes à Madagascar. Si rien n'est fait dans les 5 ans, dans les 10 ans, qu'est-ce qui se passe pour cet espace indien pour nos territoires? D'une manière générale, ce sera l'influence française qui diminuera. On a hélas le triste exemple de ce qui s'est passé en Afrique occidentale ces derniers mois et ces dernières années, où peut-être la France n'a peut-être pas vu le problème dans son entièreté. Elle l'a peut-être vu uniquement sous le plan de la sécurité et pas assez sous celui du développement. Je rapporte le budget de développement. Et moi, j'ai toujours milité pour que la sécurisation soit immédiatement suivie
du développement. En d'autres termes, il fallait qu'au Nord Mali, dès qu'une région était sécurisée, il fallait qu'on rouvre le centre de santé, l'école, qu'on recrée un petit corps de police, etc. Donc c'est une question après d'influence. Si effectivement nous ne prenons pas la voie des propositions qui sont faites sous tous ces angles, économiques, vie chère, respect de la souveraineté, aide de l'Europe, hein, qui est quand même concernée directement, on peut imaginer que des puissances telles que la Chine, qui lorgne évidemment sur tout espace dont elle pressent qu'il s'affaiblit, mais d'autres peuvent aussi intervenir. On voit des puissances maintenant d'importance plus moyenne. Regardez le rôle de la Turquie en Afrique, etc. On voit bien que toutes ces puissances n'attendent qu'une seule chose, c'est que la France tourne les talons. Hein. Et donc il y a mille manières de déstabiliser, d'affaiblir la France. Moi, j'ai dit tout à l'heure en séance, la Guyane, il n'y a pas de revendication, j'allais dire, de souveraineté, mais le fait de s'approprier les ressources aurifères ou bien les ressources halieutiques, c'est une manière de prendre une partie de votre souveraineté. Hein. Donc, vous voyez, il faut que l'ordre soit établi, que les règles soient, que si possible vos voisins reconnaissent votre souveraineté, mais que l'on donne les moyens. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est cette disparité qu'il y a entre les déclarations officielles. Encore une fois, France, puissance de l'Indo-Pacifique, c'est fort ça. Hein. Moi j'ai dit en termes de défense, si on avait été jusqu'au bout depuis des années, et du temps où on avait des sous, il eût fallu qu'il y ait 3 ports de guerre en France, qui est Brest, Toulon et Nouméa. Ça voulait dire qu'on était puissance de l'Indo-Pacifique. Pour l'instant, ce n'est pas exactement le cas. Et même si la loi de programmation militaire que j'ai eu l'honneur de rapporter dans cette maison apporte des moyens supplémentaires, mais ils sont totalement disproportionnés par rapport aux missions que nous avons à faire. Lutte contre la drogue, on n'a pas parlé de tous ces sujets, on pourrait les ajouter, hein, parce que tout ça malheureusement vient perturber un peu les économies de tous ces pays. Et je pense effectivement que la conséquence, il faut la regarder en face, on sera... J'allais pas dire on se fera sortir, ce serait une expression qui serait un petit peu malencontreuse, mais en tous les cas, notre influence diminuera. Or, c'est bien ce à quoi la France est confrontée sur différents fronts du monde. Hein. Et l'exemple de l'Afrique parle de lui-même pour tout un tas de raisons dont nous sommes collectivement tous responsables. C'est pas tel ou tel qui est à l'origine de ça. Je pense qu'il fallait assurer la sécurité, mais je pense que il faut mieux coordonner le développement et le soutien. Et c'est ce qu'on préconise aussi, ce que tu dis toi-même, hein, dans les moyens, sur des populations pauvres, et elles payent encore plus cher que ce que nous payons nous ici. Alors, il y a quelque part un dysfonctionnement qui n'échappe à personne. On a une question en ligne. Anne Perzo du journal de Mayotte. Vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, donc j'ai bien entendu que c'est vraiment super que Mayotte représente une si grosse part de votre rapport. C'est une première même. On parle de l'ambiguïté du président comorien lorsqu'il vient chercher des subsides auprès du président français, mais les ressources pétrolières aux Comores sont aussi un enjeu fort et qui peut expliquer aussi l'ambiguïté de la France qui ne tranche pas sur la question, parce qu'on sait que la Chine, justement, est derrière et s'intéresse, elle aussi, à ces réserves-là. Vous parlez de réserves halieutiques, mais ça se rejoint. Et donc, du coup, jusqu'où c'est un point de non-retour, puisque l'appartenance de la reconnaissance de Mayotte française au sein de la CEI est un enjeu majeur de son développement régional. Ah, on vous a perdu sur la fin de votre intervention. Ah, désolée, est-ce que vous avez compris l'esprit de la question? C'est-à-dire qu'on a besoin de cette reconnaissance de Mayotte, l'ambiguïté de ces ressources pétrolières, et en fait, l'appartenance de Mayotte française à la CEI est quand même la condition sine qua non du développement et de l'ancrage régional de Mayotte. Si vous m'avez entendu. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu le sens de nos réflexions. Bon, alors cette allusion que vous faites effectivement à des ressources pétrolières et qui perturbe beaucoup d'une manière générale les relations internationales doit être pris aussi en compte. Nous, ce que l'on cherche, ce que l'on préconise, enfin, je pense interpréter ce qu'ont écrit les rapporteurs, c'est plus de cohérence dans notre politique de voisinage, en tenant compte
de tout cela. Quand il y a des ressources pétrolières, bon, alors je ne sais pas dans quelle mesure la France y est intéressée, mais enfin, vraisemblablement, Total doit regarder ça de près, j'imagine. Et Total a une politique étrangère à lui seul, donc on n'est pas là pour faire des préconisations. Mais si vous voulez, le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un pays tel que la France, c'est de prendre en compte tous ces éléments et de faire en sorte que les problèmes de souveraineté l'emportent et que soit reconnu vis-à-vis des voisins le fait que la France est souveraine aux Comores par une volonté démocratique qui s'est manifestée à plusieurs reprises, parce que tout ça ne date pas, ça date pas d'hier comme ça. C'est pas une lubie de tel ou tel responsable d'État. À partir du moment où les Comoriens, les Mahorais ont manifesté leur volonté de rester français, c'est une volonté démocratique et nous fonctionnons selon les principes de la démocratie. Alors maintenant, qu'il y ait des intérêts économiques ou toutes sortes, nous, ce que nous souhaitons, par exemple, c'est vis-à-vis du responsable des responsables politiques des Comores, que lorsqu'ils viennent à Paris, on les entende, y compris pour les besoins d'aide, car ils ont besoin d'aide aussi, bien sûr, hein, car si on pouvait vivre de manière très aisée aux Comores, peut-être qu'il y aurait moins de flux vers Mayotte, mais on souhaite qu'il n'y ait pas deux langages et deux discours, et que mais j'applique ce raisonnement à tout le monde. Quand on voit que la Chine tente de nous déstabiliser, quand on reçoit le président Xi Jinping à Paris, j'aimerais que cet élément soit aussi fasse partie des discussions, hein, et qu'on ne parle pas uniquement des échanges entre nos deux pays, mais nos deux pays comprennent aussi l'outre-mer. Merci. Merci de nous avoir suivis depuis Mayotte. Merci. Alors, une dernière question peut-être ? Donc, au point 13 du projet, vous parlez d'affirmer le rôle des chefs de file du département de Mayotte. J'imagine que ça s'applique aussi aux autres chefs de file des collectivités. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez ? Enfin, ça reste en fait flou comme formulation. Alors, nos rapporteurs. Stéphane. Oui, en fait, on préconise effectivement que Paris ne se mêle pas systématiquement des relations bilatérales qui sont enclenchées directement depuis Mayotte. J'avais cité, je crois, tout à l'heure un exemple. J'ai vu passer un accord entre Mayotte et, par exemple, Madagascar, en tout cas une région de Madagascar, pour importer du fourrage et de l'aliment pour bétail mahorais. Enfin, je ne vois pas l'intérêt, effectivement, de faire un aller-retour systématique par Paris pour pouvoir donc négocier et signer ce genre d'accord. Donc ce que nous disons dans le rapport, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait un petit peu plus d'autonomie dans les accords bilatéraux qui sont souhaités par les autorités mahoraises sans avoir à attendre, entre guillemets, une signature et un feu vert parisien. Georges, tu veux rajouter ? Je pense que vous allez retrouver cette préconisation dans l'ensemble des trois rapports, parce que partout, nous souhaitons plus d'autonomie, renforcer les autonomies, à donner à la classe politique locale, aux élites et aux populations d'une manière générale, plutôt que ces passages par Paris qui ne font que ralentir et qui donnent bien souvent des leviers de décision à des gens qui n'y ont jamais été ou qui y passent de temps à autre, une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Or, les gens qui vivent là-bas sur place sont certainement... Allez, on va prendre une dernière question. Là. J'ai vu qu'on vous avait dit non, mais allez, ayant l'horloge à disposition, une dernière question. Merci beaucoup. Alors, en fait, ma question, c'était par rapport à tout ce qui était l'autonomie. On constate un vieillissement de la population dans les Outre-mer avec les jeunes qui partent Oui. la plupart du temps sur Paris pour leurs études. Est-ce qu'il y a une place dans votre rapport pour l'insertion au travail de ces jeunes dans leur territoire ? C'est une des préconisations, je crois. Hein, Je ne sais pas, mais peut-être revenez. Je ne pense pas qu'on en parle. Mais à Mayotte, ce n'est pas le cas. Oui, Oui, en Martinique et en Guadeloupe, on peut parler de vieillissement de la population. Mais à Mayotte et même à La Réunion, on n'en parle pas du tout. Pour vous donner... Dans le rapport, on ne parle pas de ce cas qui ne relève pas, si vous voulez, des questions internationales. Pour vous donner un chiffre, mais vous savez probablement, nous avons été visiter la maternité de Mayotte. Voilà. Il y a 10 000 naissances par an. C'est la plus grande maternité de France. Oui, peut-être d'Europe.
Moi, j'avais, en tant qu'ancien maire, j'avais d'ailleurs noté une phrase qui avait été dite, c'est « Chaque jour, il y a la création d'une classe de 30 élèves Voilà. par les naissances. » Voilà. Donc, le problématique du vieillissement n'est pas une problématique mahoraise. Non, mais moi, pour préciser, si vous voulez, je pense que votre question, elle est dans le droit fil de ce rapport. C'est-à-dire, moins on donne d'espérance aux jeunes d'une manière générale, mais on le verra peut-être aussi dans d'autres outre-mer, moins on donne d'espérance, naturellement, un jeune qui a devant lui la vie, qui n'a pas toujours les moyens mais finit par les trouver, il va essayer il va quitter le territoire, il va essayer de rejoindre celui qu'il apprécie le mieux parce que c'était sa langue, etc. Donc il va tenter de venir en France ou à Paris. Et on ne peut pas s'ériger contre ça, mais on préférerait effectivement que des élites de ces pays, à tous les niveaux, universitaires, mais aussi enseignement professionnel, etc., puissent rester sur place. Or, pour rester sur place, il faut qu'ils aient un espoir, un peu d'espérance. Vous savez, regardez les statistiques de tous ces malheureux que l'on trouve dans les bateaux de migrants, y compris dans la traversée vers la Grande-Bretagne, etc. On voit parfois des... Moi, j'ai été frappé... lorsqu'il y avait eu comment s'appelait ce bateau-là qui a erré pendant des années, pendant des mois et des mois en Méditerranée et que tous les pays se repoussaient. Et le président de la République, en réponse à une interpellation dans une visite d'État dont je ne me souviens plus la nature, on lui avait dit, mais enfin, comment se fait-il que vous n'avez pas accueilli, etc. Il dit, écoutez, dans ce bateau, dont le nom vous dit quelque chose, si le souvenir me revient, il y avait par exemple un pourcentage très important de jeunes Algériens. L'Algérie est un pays quand même qui a des ressources, mais parce que ce sont des jeunes qui ne trouvent pas dans leur pays l'espérance pour se développer, construire une famille, créer une entreprise, etc. Et c'est souvent comme ça que les problèmes naissent. Alors après, c'est un problème d'appréciation, mais l'immigration, elle est souvent mobilisée, bien sûr, par la pauvreté, par le défaut des soins, de la formation, etc. Moi, vous savez, je plaide beaucoup en tant que rapporteur de l'aide au développement pour que ces trois priorités que sont la santé, l'enseignement et la sécurité puissent être de prime abord assurées. Moi, je veux bien que l'on fasse d'énormes efforts pour ces pays, pour qu'ils fassent des efforts en faveur de l'environnement, mais c'est quand même pas eux qui ont mis la planète dans l'état où elle se trouve à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il faut donner de l'espérance à ces gens, pouvoir manger, c'est-à-dire développer leur agriculture, pouvoir se soigner, pouvoir se former et former leurs enfants. Mais ça, je vous assure que si on arrivait les uns et les autres à ça, je pense qu'on arriverait à redonner un peu d'espérance à des gens. Vous savez, c'est pas très très agréable. Est-ce que nous-mêmes, vous nous voyez partir je pose souvent la question à l'envers, en disant est-ce que nous-mêmes on accepterait de partir au Mali, au Burkina, etc. Ça ne doit pas être une joie formidable. Et ce sont des populations qui partent parce qu'elles ont la nécessité de partir. Alors ceci étant, après, ce sont des politiques d'immigration qui doivent être contrôlées, bien évidemment. Mais au départ, je pense qu'il vaut mieux répondre comme les propositions que l'on fait, et d'autres suivront, pour que localement, ces gens puissent éviter la vie chère, par exemple. Cette histoire de la vie chère, elle est revenue constamment dans les interventions. Les gens se disent, écoutez, si en plus on est plus pauvre qu'en métropole et qu'on doit payer plus cher la vie, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir donné votre attention. Et puis le rapport, Thomas va sortir, il va être en ligne. D'ici demain, vous aurez le rapport complet. Vous pourrez voir la richesse de toutes les propositions argumentées. Merci à tous et encore une fois, bienvenue au Sénat.